UCAT Home, la radio de l'UCA. Vous écoutez UCAT Home, troisième émission, une émission pour les personnels et les étudiants de l'Université Clermont-Auvergne. Une émission hebdomadaire pour garder un lien entre nous, que nous soyons en télétravail, en autorisation spéciale d'absence, en formation à distance ou en révision. Une émission d'information avec des invités, de la musique et quelques conseils pour mieux vivre le confinement. Nous retrouverons Mathias Bernard, président de l'Université Clermont-Auvergne et la rubrique « On vous informe » en fin d'émission pour un point sur la reprise d'activité du personnel à l'université. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mathis Coatrieux, étudiant à l'UCA et entrepreneur. Alors, son entreprise s'appelle Reaching Sports. Bonjour Mathis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors bonjour à tous, merci de m'accueillir dans l'émission. Donc en quelques mots, je m'appelle Mathis Coatrieux, je suis étudiant à Clermont en Master de Management Stratégique à l'IAE. À côté de ça, je suis entraîneur de basket, donc je joue plus du tout. Je suis juste entraîneur de catégorie jeune et assistant coach en senior, National 3 au club de Clermont Basket. Et en parallèle de tout ça, je suis entrepreneur d'un projet qui s'appelle Reaching Sports, qui consiste à terme à vendre des programmes d'entraînement un peu comme ce qu'on peut trouver en musculation, mais adaptés à la pratique basket. Donc en essayant de couvrir l'entraînement de basket, la préparation physique, la préparation mentale et la nutrition. Quel a été ton parcours universitaire et qu'est-ce qui t'a conduit à créer cette entreprise ? Alors mon parcours universitaire est un peu atypique puisqu'après le bac, je suis parti 1 an aux États-Unis dans une académie de basket qui s'appelle Spire, qui se trouve dans l'Ohio à quelques kilomètres de Cleveland. Ensuite, je suis revenu à Clermont faire une licence LEA anglais-arabe. Et maintenant, je suis en master de management stratégique, entrepreneuriat et innovation. Ce qui m'a conduit à créer mon entreprise, c'est mon retour des États-Unis où j'ai connu là-bas une certaine approche du sport qui m'a beaucoup plu et m'a beaucoup marqué. Et du coup, je voulais pouvoir partager ça avec le plus de gens possible. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était de créer une entreprise, donc créer Reaching Sports. Et voilà, donc c'était bien avant de connaître l'existence du statut d'étudiant entrepreneur, de connaître l'existence de Pépite, dont on aura d'ailleurs sûrement l'occasion de parler un peu plus tard. C'était vraiment de créer une entreprise de basket. Donc je voulais, à la fin de LEA, on doit passer 2 mois de stage. Et j'avais appris qu'on pouvait, si on avait un projet de création d'entreprise, faire son stage dans le cadre de son projet, donc de substituer le stage. Et donc, j'ai voulu faire ça. C'est là que j'ai rencontré Pépite, que j'ai passé un jury pour pouvoir avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Donc ça, c'était en janvier 2018. Et voilà, depuis, je suis étudiant entrepreneur. D'ailleurs, l'année prochaine, je devrais passer un diplôme d'étudiant entrepreneur, donc le D2E avec Pépite. Tu es étudiant entrepreneur, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce statut et qu'est-ce que cela a impliqué pour tes études ? Alors le statut national d'étudiant entrepreneur, c'est un statut que j'ai depuis janvier 2018. C'est un statut que n'importe quel étudiant peut avoir à condition bien sûr d'avoir un projet de création d'entreprise et que ce projet soit validé par un jury. Donc ça permet en fait de pouvoir travailler sur son projet de création d'entreprise en parallèle de ses études. Donc il y a différents moyens mis en place, notamment celui qui m'a moi personnellement le plus aidé, c'est la substitution de stage qui me permet de travailler à 100% sur mon projet pendant cette période de stage. Tu es accompagné dans ton projet par Pépite, qui est un service de l'Université Clermont-Auvergne et Associés. Pépite, c'est un service dont les missions sont la sensibilisation, l'accompagnement et la formation à l'entrepreneuriat de l'ensemble des étudiants du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste ce soutien ? Alors ce soutien consiste, comme vous l'avez dit, à sensibiliser, former et accompagner. Sensibiliser déjà par des actions et des événements qui sont organisés pour les étudiants et pour les lycéens. Former, donc Pépite met en place des ateliers, des formations et même un diplôme, le D2E dont j'ai parlé un peu avant. Pour vous donner des exemples d'ateliers, c'est un atelier sur la commercialisation, un atelier sur le dépôt de brevets, un atelier sur le dépôt de marque,
toutes ces choses-là. Et pour finir, accompagné donc par déjà un réseau d'experts qui nous aident dans nos projets et de 2 référents, un référent académique, donc professeur à l'université, et un professionnel qui nous aide, un peu comme on va dire un peu comme un mentor, dans nos projets. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ta double vie, ta double activité d'étudiant et d'entrepreneur? Alors déjà, je vous le cache pas, ça nécessite une organisation, un peu particulière. Heu, Dans le cadre de mes études, j'ai la chance de pouvoir faire un stage alterné. Donc c'est comme une alternance classique, mais sur mon projet et voilà, donc ça m'aide pas mal de pouvoir faire 2 semaines sur mon projet, 1 semaine de cours, 2 semaines sur mon projet, 1 semaine de cours, et cetera. Et aussi, je dispose d'un bureau à Pascalis, donc la pépinière d'entreprise qui se situe, à La Part-Dieu. Donc c'est vraiment bien pour pouvoir se concentrer uniquement, quand je suis au bureau, je suis vraiment concentré uniquement là-dessus, et quand je suis en cours, je suis concentré uniquement sur les cours. Est-ce que tu peux nous dire où en est ton entreprise actuellement et où on peut trouver des infos sur son activité? Bah, actuellement, on est sur une phase un peu compliquée avec les circonstances actuelles, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. J'espère que le premier programme d'entraînement pourra sortir cet été. On croise les doigts. Sinon, on a déjà sorti un e-book 100% gratuit, à téléchargeable en ligne. Voilà, et ben, vous pouvez retrouver Reaching Sport sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Donc sur Instagram, c'est @reachingsport tout attaché _basketball. Donc bientôt 1700 abonnés sur cette plateforme. Et vous pouvez retrouver aussi sur Facebook, donc Reaching Sports, tout simplement. Merci et au revoir Mathis. Merci à vous, bonne continuation. Première pause musicale avec Thomas Kahn, un artiste auvergnat baptisé le Petit Prince de la soul contemporaine par le magazine Rolling Stone. Thomas Kahn, 30 ans, est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Sa voix et son timbre nous rappellent les grands artistes de la soul noire américaine. Depuis son passage à l'Olympia et à la Cigale en 2019, sa carrière a fait un bond en avant, le propulsant sur la scène des grands festivals français. Un rapide passage dans The Voice en 2015, 2 EP et aujourd'hui son premier album, Slide Back, avec la chanson Blame and Regret, déjà coup de cœur sur Europe 1. Mistakes I've made, who's gonna judge me? And all the moments I've missed, please don't worry. Tears won't change anything. Tears won't change anything. For all men and women I've disappointed, again I'm sorry. And all the people I've never met, tell them I'm happy. Still, tears won't change anything.
won't change anything. Nous retrouvons maintenant Anaïs Garret, ergonome au service santé au travail, pour évoquer les troubles musculo-squelettiques. Prenez soin de vous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Tout d'abord, ce sont quoi exactement les troubles musculo-squelettiques ? Si je vous dis syndrome du canal carpien, tendinite, épicondylite, sciatique, lumbago ou encore cervicalgie, vous connaissez tous ces maladies ? Eh bien, ce sont des TMS, c'est-à-dire que ce sont des pathologies qui touchent les tissus situés autour des articulations et qui peuvent affecter toutes les parties du corps. Ces troubles peuvent engendrer une gêne fonctionnelle et des douleurs. L'activité professionnelle peut effectivement jouer un rôle dans leur survenue, leur maintien, mais aussi leur aggravation. Et il faut savoir que c'est le premier facteur d'arrêt maladie en France. Quels sont les facteurs alors qui favorisent ces troubles ? S'il n'y avait qu'un seul facteur, ce serait simple. En fait, c'est la combinaison de multiples causes. Il y a 3 grandes catégories. Il y a l'environnement du poste de travail, c'est-à-dire comment est conçu mon poste de travail. Est-ce que ça m'amène à avoir des postures contraignantes, à répéter toujours les mêmes gestes ou à rester assis ou debout dans la même position pendant longtemps ? Le deuxième facteur, par contre moins connu, c'est l'organisation du travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on me donne assez de temps pour réaliser mon travail ? Est-ce qu'il m'est possible de m'organiser ou de choisir ma façon de faire ? Enfin, le troisième facteur, encore moins connu, c'est le facteur psychosocial. C'est-à-dire, est-ce que je suis autonome dans mon travail ? Est-ce que la relation avec mes collègues et ma hiérarchie sont plutôt bonnes ? Est-ce qu'on me donne les moyens de bien faire mon travail ? En fait, toutes les situations générant du stress favorisent l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Et en plus de ça, nous ne sommes pas tous égaux face à ça, puisque certains facteurs individuels font que nous sommes plus fragiles. Anaïs, on entend souvent dire que pour éviter ce genre de troubles, il suffit d'adapter les bons gestes et les bonnes postures. Est-ce que c'est la bonne solution et quels sont les facteurs favorisant ces troubles ? C'est une idée reçue, mais encore trop répandue. En fait, c'est pas si simple. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. Comme je vous l'ai dit juste avant, les facteurs de risque sont multiples, ce qui veut dire que si l'on veut prévenir de manière efficace, cela nécessite une approche globale. C'est-à-dire que l'on doit appréhender la situation de travail dans son ensemble. C'est-à-dire s'intéresser à là où les personnes concernées, à l'organisation qui est mise en place, aux modalités de management et à l'ambiance au travail. Et donc là, on va pouvoir travailler sur, par exemple, la formation, l'information, la mise en place d'un management participatif et le travail autour de la reconnaissance professionnelle. En fait, ce sont des pistes pour prévenir les TMS. Merci, c'est un peu plus clair, mais en ce moment, nous sommes tous pour la plupart en travail à distance, alors comment faire ? C'est vrai que le travail à distance a dû se mettre très rapidement en place dans ce contexte particulier. Donc difficile en ces temps d'être bien installé. Surtout si, comme moi, vous vous êtes confiné avec seulement votre ordinateur portable sous le bras. Heureusement, la DOSI a lancé des campagnes pour venir récupérer du matériel sur site, tel que les souris, les claviers ou les écrans déportés. Très prochainement va se dérouler la prochaine campagne. En fait, l'ajout de ces équipements permet d'ajuster la hauteur et la distance de votre ordinateur portable, et ainsi d'être plus confortable en gardant au maximum le buste droit. En fait, je n'ai pas le temps de vous détailler tout ici, mais vous pouvez retrouver toutes les informations dans la rubrique santé au travail de l'intranet. Mais attention, une bonne installation ne suffit pas. Il faut que vous puissiez alterner vos activités et changer de position pour éviter la fatigue visuelle et solliciter vos articulations. Pour cela, 2 petites astuces simples. Lors d'appels téléphoniques, essayez de marcher, vous déplacer en utilisant le haut-parleur ou bien le kit main libre de votre téléphone. Et lors de réunions visio, installez-vous sur un plan de travail haut, de sorte à être debout et prendre appui sur un tabouret. Merci Anaïs. Merci, au revoir. Et si on sortait sur la toile ? Tout de suite, notre rubrique à voir, lire ou écouter sur le web, une façon de s'évader pendant le déconfinement. Durant le déconfinement, le CLAS propose au personnel des séances de relaxation sonore à suivre ou écouter seul ou en famille. Les ateliers sont réalisés par Christelle Gallois. On poursuit avec Cartel, des podcasts qui nous parlent d'art contemporain. Cartel offre un regard original sur notre rapport à l'art. Dans des formats courts, Jean-Charles Verne, directeur du FRAC Auvergne, croise les influences les plus diverses de la création artistique pour mieux comprendre notre relation aux œuvres. Produit par Le Chantier, le nouveau média qui se propose de décoder les mutations de notre société,
Cartel est le premier podcast d'une longue série qui viendra nourrir une proposition éditoriale unique en son genre. Pour terminer, on va parler d'Henri. Henri, c'est Henri Langlois, le père fondateur de la Cinémathèque. C'est grâce à lui qu'un grand nombre de films de l'histoire du cinéma ont été sauvés de la destruction et peuvent se regarder aujourd'hui sur ordinateur et en VOD. Confinement et Covid-19 oblige, la Cinémathèque vient de créer une nouvelle salle de cinéma virtuelle baptisée tout simplement Henri. N'hésitez pas à rendre une petite visite à Henri, vous pourrez y découvrir quelques pépites méconnues du patrimoine cinématographique. On vous met le lien sur les réseaux. Tout de suite, une deuxième pause musicale. Après une première vie avec Carl White, puis un duo avec Louis Fayolle dans Ultraviolet, Roman Santarelli ose enfin apparaître à visage découvert sur son album Quadri, sorti en début d'année. Sa musique, qui frissonne et respire à plein poumon, met le cap vers des horizons poétiques et futuristes. Elle a participé aux Imaginaires du Printemps de Bourges fin avril. On la découvre aujourd'hui dans un titre écrit pendant le confinement. vous informe. Aujourd'hui, dans On vous informe, nous recevons Mathias Bernard, président de l'Université Clermont-Auvergne, qui va nous parler du plan de reprise d'activité
en présentiel. Bonjour Mathias. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'UCA réouvrira demain, jeudi 14, pas pour le public bien sûr, mais pour une partie du personnel. Alors Mathias, qui est concerné ? Comment va se passer la première phase de la reprise ? Alors, je dirais tout le monde ne reviendra pas, bien sûr, dans les locaux de l'université à partir du jeudi 14 mai, tout simplement parce que cette reprise d'activité en présentiel, elle s'effectue de façon très très progressive, compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur la situation sanitaire dans notre pays. Donc la norme véritablement au sein de l'université Clermont-Auvergne, ça reste le travail à distance, le travail à domicile, et ce jusqu'aux vacances d'été, jusqu'à la fin du mois de juillet. La reprise donc du travail dans les locaux, elle ne se justifie que lorsque justement les missions qui sont exercées par les agents ne peuvent pas être assurées à distance. C'est notamment le cas pour la recherche, et notamment pour la recherche expérimentale, pour la recherche qui suppose des manipulations sur des équipements, du matériel qui ne se trouve que dans les laboratoires. Donc, nous avons bien sûr défini par rapport à cette progressivité plusieurs phases dans ce retour à l'activité en présentiel. Il y a 3 grandes phases jusqu'aux vacances d'été. Une première phase au cours du mois de mai qui est vraiment un retour progressif avec un plafond qui est fixé à 1/4 maximum des agents habituellement présents, donc qui seront accueillis dans les locaux universitaires. Une deuxième phase qui aura lieu pendant les 3 premières semaines de juin, qui est une phase, on va dire, de consolidation de la présence, là encore, de ce quart des collègues accueillis dans nos locaux, avec peut-être autorisation à ce moment-là déjà d'un certain nombre de réunions, etc. Et puis une troisième phase qui aujourd'hui est prévue à partir du 22 juin, où là on pourra accueillir un plus grand nombre de collègues, jusqu'à la moitié des collègues pourront éventuellement venir dans les locaux, et où on pourra éventuellement accueillir aussi, je dirais, quelques étudiants dans des cas bien particuliers. Donc, dans la première phase, qui va donc du 14 mai jusqu'à la fin du mois de mai. Donc les personnels pourront revenir dans les locaux selon un calendrier qui est fixé pour chacune des structures de notre université. Toutes les composantes, tous les laboratoires ne seront pas accueillis en même temps, tous dès le 14 mai. Certains sera à partir du 14 mai, d'autres à partir du 18, d'autres encore à partir du 25 mai. Donc voilà. Donc évidemment, il y a un échelonnement selon les structures, selon les composantes de notre université. Et bien sûr, les collègues qui reprendront le travail devront au préalable, je dirais, être déclarés auprès de leur directeur de structure. Je dirais, devront donc annoncer au moins 24 heures à l'avance qu'ils seront bien présents dans les locaux. Et bien sûr, aucune personne qui n'est pas autorisée préalablement à entrer dans les locaux universitaires ne pourra y entrer. Ce contrôle de l'accès à nos locaux, c'est quelque chose d'essentiel justement pour éviter que notre université ne favorise la circulation du virus. On est encore quand même dans une période où la prudence est de mise. Donc c'est pour ça effectivement que l'accès à nos locaux universitaires, en tout cas dans les premières phases de ce plan de reprise d'activité, cet accès reste très réglementé et reste encore assez limité. Je le répète, la norme reste le travail à domicile pendant toute cette période. Quels sont les enjeux de cette reprise progressive des activités en présentiel ? Alors, je crois qu'il y a effectivement deux enjeux principaux, l'un pour l'établissement et l'autre pour les personnels eux-mêmes. Pour l'établissement, il s'agit bien sûr de pouvoir assurer des missions qui peuvent difficilement, en tout cas sur la durée, être assurées par du travail à distance. Je pense notamment à tout ce qui peut être l'entretien des locaux, un certain nombre d'opérations aussi de logistique immobilière, et également à quelques concours ou examens qu'il faut prévoir pour le courant du mois de juin ou le début du mois de juillet, notamment dans le champ de la santé.
pour lequel donc effectivement il y a besoin je dirais d'équipes qui puissent travailler en présence. Et puis bien entendu, je l'ai déjà évoqué, la question de la recherche, l'activité de recherche, notamment dans le domaine des sciences expérimentales, même des sciences fondamentales, peut difficilement se faire à distance au-delà d'un certain temps. Donc c'est pour l'établissement important, bien sûr, de pouvoir continuer à assurer une partie de son activité, en tout cas. Donc ce retour en présentiel est essentiel dans ce cadre-là. Et puis, je dirais, ce retour en présentiel est important aussi pour les agents. On sait que tous les agents de l'université ne réagissent pas de la même manière à la situation de confinement, au télétravail. Nous avons mené une enquête d'ailleurs depuis le début du confinement qui montre une certaine disparité, inégalité des personnels face à ces situations-là. Et donc, pour éviter, je dirais, l'isolement, pour éviter aussi parfois des risques psychosociaux, il est important que nos agents puissent revenir au moins de façon ponctuelle sur le lieu de travail, puissent retrouver justement aussi des contacts sociaux, des contacts avec d'autres collègues. C'est pour ça, effectivement, que nous souhaitons aussi favoriser ce retour donc des agents dans les locaux pour justement qu'ils retrouvent aussi une vie normale. Je crois que c'est quand même un point tout à fait essentiel, en ayant bien sûr en tête que c'est quand même d'abord la sécurité qui doit nous guider, la sécurité des agents, la sécurité des personnels qui doit nous guider dans la mise en place de ce plan, d'où la prudence, bien sûr, avec laquelle nous l'avons construit. Quelles sont les consignes sanitaires mises en place ? Quels équipements de protection ou documents seront à disposition des personnels à leur retour ? Je crois que beaucoup de consignes sanitaires relèvent de la responsabilité individuelle de chacun, et c'est pour ça que nous allons d'ailleurs engager, intensifier une campagne d'information auprès des personnels. C'est-à-dire que il est essentiel que les personnels respectent les gestes barrières, qui sont déjà maintenant bien connus, qu'il s'agisse du respect des règles de distance entre les personnes, au moins 1 mètre de distance, qu'il s'agisse du lavage régulier des mains, qu'il s'agisse aussi de la désinfection je dirais des lieux, des postes de travail, des poignées de porte de son bureau, etc. Donc il y a toute une série de règles de comportement individuel qu'il faut bien sûr que chacun respecte. Ça, je crois que c'est un premier point qui est essentiel. De même, il est important que lorsque un agent se sent pas bien, se sent fébrile par exemple, qu'il puisse prendre sa température chez lui, et que justement s'il a des symptômes qui peuvent s'apparenter à ceux du Covid-19, eh bien cette personne reste chez elle, qu'elle contacte son médecin traitant ou bien le service de santé au travail. Mais il est essentiel que quelqu'un qui se sent malade ne se rende pas sur son lieu de travail. Là encore, c'est une question de responsabilité. À côté de cette responsabilité individuelle, il y a bien sûr l'engagement de l'université, de l'établissement à prendre toutes les mesures de protection qui s'imposent. D'abord, je le rappelle, en régulant les flux des personnes qui seront autorisées à rentrer dans les locaux. Et puis également en fournissant à l'ensemble de nos agents un certain nombre d'équipements de protection, bien sûr des masques jetables dans un premier temps, puis à partir du début du mois de juin, des masques réutilisables et lavables, bien sûr en fournissant également des solutions hydroalcooliques, en fournissant également des kits de désinfection, des lingettes désinfectantes pour notamment l'entretien des bureaux. Là, voilà, ce sont je dirais du matériel de base, mais qu'il est bien sûr essentiel pour nous de fournir à nos agents, sachant que par ailleurs, bien sûr, les locaux, notamment les sanitaires, les parties communes, seront très régulièrement nettoyés et désinfectés. Nous avons repris tout le programme, bien sûr, avec nos prestataires et avec nos personnels d'entretien pour que justement ces conditions sanitaires soient particulièrement bien respectées. Concernant les étudiants, et de façon plus large le public, à partir de quand pourront-ils revenir sur le site ? Alors, l'université Clermont-Auvergne reste fermée au public au moins jusqu'au 22 juin. À partir du 22 juin, il sera possible d'envisager le retour d'une partie du public, mais bien sûr tout cela est conditionné à l'évolution de la situation sanitaire, sur laquelle nous avons évidemment encore pas suffisamment aujourd'hui de visibilité, de certitude pour pouvoir nous prononcer définitivement.
Donc, on peut espérer qu'à partir du 22 juin ou de la fin juin, on puisse de façon ponctuelle accueillir des étudiants, quelques étudiants ou d'autres types de publics, principalement pour de l'information relatif à l'orientation des étudiants, à leur cursus, à leur projection dans leurs études sur les années à venir. Les accueillir aussi pour quelques examens, notamment dans le secteur de la santé. Quelques formations aussi, formations continues, en petits groupes, pourront être autorisées, vraiment au cours de la fin juin, début juillet. Mais pour l'essentiel, il faut bien avoir en tête que les étudiants ne pourront pas être accueillis de façon normale dans les locaux de l'université avant la prochaine rentrée, donc avant la fin du mois d'août 2020. Et encore, bien sûr, ce point reste à confirmer avec, je l'espère, la réussite du déconfinement et le fait que, bien sûr, la décrue, on pourrait dire, le ralentissement de l'épidémie se confirme, donc nous permettra effectivement de pouvoir fonctionner, on l'espère normalement, à partir du mois d'août prochain. Merci Mathias Bernard. Au revoir et prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos collègues, et à très bientôt, j'espère. On espère que cette 3e émission vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous proposer des sujets sur l'adresse mail ucahome@uca.fr, et sachez que vous pourrez retrouver l'émission en podcast ainsi que tous les liens des sujets abordés sur le site de l'UCA. UCA at Home, la radio de l'UCA.